Mais vous n'êtes pas fataliste. Vous donnez l'impression d'être fataliste dans quasiment tout ce que vous avez écrit. Être fataliste. Oui, on a un sentiment toujours d'accablement. Au début, on a commencé cette conversation par cet interrogatoire par mon opinion qui vaut ce qu'elle vaut sur votre approche organique du rapport de la totalité à la partie. On a l'impression effectivement que le microcosme reflète le macrocosme, mais que ce n'est pas réciproque. C'est-à-dire que ce soit l'œuvre isolée par rapport à l'œuvre totale, que ce soit l'être humain par rapport au contexte, que ce soit etc. Ce sont des objets. Reprenons par exemple vos héros néo-romanesques, comme on dit dans les anthologies. Ce ne sont pas des agents volontaires de ce qui se produit, mais des occasions pour le contexte de s'exprimer, pour la totalité de s'exprimer à travers eux. Et on a toujours l'impression, et dans Kierkegaard, c'est pareil, on a l'impression qu'il y a une espèce de fatalité et qu'il faut s'en remettre au destin. Alors, si on est religieux, comme Kierkegaard, qu'on croit en Dieu, à une espèce de providence divine, on l'accepte avec bonheur, mais c'est là qu'est le bonheur. Mais souvent, on n'a pas cette impression chez vous. Il y a quelque chose d'écrasant, d'accablant, le destin de l'homme, et qui est le produit de la totalité, sur laquelle il ne peut pas prendre de point de vue, au-dessus de laquelle il ne peut pas s'élever suffisamment pour pouvoir épuiser en quelque sorte les raisons qui l'ont amené là où il est. Mais je ne retrouve pas ça du tout chez le lecteur que j'ai en face de moi. Oui, mais je suis à la fois très, très conscient du malheur, si vous voulez, mais je suis en même temps optimiste. Oui. C'est-à-dire que je pense que les choses peuvent s'arranger. Elles prennent leur temps pour s'arranger. Alors, c'est entendu, il faut laisser du temps au temps, comme disent les hommes politiques, mais enfin, on pourrait essayer d'en laisser un peu moins. Alors, donc, je suis les deux à la fois, mais je suis très, très sensible au malheur général. Ceci parce que je suis un enfant de la guerre. Je suis né en 26. Quand la guerre a commencé en 39, quand j'avais disons pour l'anniversaire de mes 13 ans, donc j'avais 12-13 ans à ce moment-là, et j'ai passé toute mon adolescence dans la guerre. Il y a eu une première année qu'on appelait la drôle de guerre, et où rien ne se passait. C'est-à-dire il y avait des escarmouches entre les deux lignes, Maginot et Siegfried. Et puis, donc à ce moment-là, j'étais réfugié dans la ville d'Évreux. Parce que mon père était dans l'administration des chemins de fer. Et ces services avaient été délocalisés à Trouville. Parce que le gouvernement français avait essayé de vider Paris, parce qu'on craignait évidemment que les bombardements. En réalité, Paris n'a pas été bombardé. Il y a eu énormément de bombardements ailleurs. Mais on ne savait pas. Alors, donc, il était délocalisé à Trouville. Et un de mes oncles, le frère de ma mère, avait une caisse agricole qui est devenue une petite banque à Évreux. Alors, entre Trouville et Paris, Évreux, c'est à peu près à mi-chemin. Oui. Alors, pendant un an, on a été à Évreux. Et puis, au mois de juin, au début de juin, alors, tout s'est écroulé. Ça a été la débâcle. Les Allemands sont passés par la Belgique, naturellement. Et il y a eu le déferlement des réfugiés. Moi, les réfugiés, actuellement,
souvent je ressens leurs problèmes. Oui. Et je suis honteux de la façon dont on les accueille pas, dont l'Europe les refoule ou les traite. Pratiquement ignore le problème. Parce que c'est absolument lamentable ce qu'on fait. Bon. Et donc, nous avons vu les gens déferler dans les gares, la gare des Breux. Alors on allait distribuer des sandwichs. Et puis peu après, ben, c'était nous qui devions partir. Alors, mon père a senti ça et il nous a fait quitter notre refuge numéro 1 pour aller dans le sud de la France, où était une partie de ma famille. Donc, le mois de juillet 40, nous l'avons passé dans les Basses-Pyrénées, dans le Béarn. C'était un temps magnifique. C'était pour nous. Je suis d'une famille de 7 enfants. Oui. Alors, c'était pour nous des espèces de vacances. Une bulle de vacances au milieu de la tempête. Et je me suis rendu compte depuis, parce que je ne me rendais pas du tout compte à l'époque, que les Allemands étaient juste à côté, parce que les Allemands sont descendus jusqu'à la frontière espagnole, jusqu'à Hendaye. Ils étaient à côté de Pau. À Hendaye, les Allemands étaient là. Et le mur de l'Atlantique, ils ont construit le mur de l'Atlantique sur toute la côte jusqu'à la frontière espagnole. À Hendaye, il y a encore des blockhaus allemands. Voilà. Mais après ça, au mois d'août, on est rentré à Paris. Oui. Voilà. Et j'ai passé toute l'occupation à Paris. Et ensuite, la libération, tout ça, ça a été à Paris. Et alors, donc, ça m'a rendu très, très sensible. Je sais et je sens que la guerre n'a jamais cessé. Il y a eu toujours de la guerre quelque part dans le monde. Toujours. Et maintenant, ça continue. On peut même dire que ça continue plus belle. Est-ce que justement ce sentiment de fatalité ne vient pas de là en particulier? Ah, ça vient certainement de l'impuissance de cette expérience de jeunesse. Mais il y a aussi un sentiment de libération. Il y a un moment où on en est sorti en partie. Ça a toujours continué quelque part, mais enfin tout de même, il n'y avait pas de comparaison entre ce qui se passait en 45 et ce qui se passait en 48. Bien sûr. Vous êtes en quelque sorte un voyageur mobile, revient régulièrement, hein. Vous êtes un voyageur immobile. Ah, je suis aussi un voyageur immobile. C'est-à-dire, quand je suis immobile, je voyage beaucoup dans ma tête. Et j'ai souvent abordé ce problème, donc du voyage à l'intérieur du voyage. Et dans le train, eh bien, on pense à d'autres voyages.